et bienvenue sur le premier épisode sur le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Donc le fantôme de l'opéra, c'est un roman français qui surfe un petit peu entre le policier et le fantastique, qui a été écrit et publié par Gaston Leroux sous forme de feuilleton en 1910, 1909-1910 dans le magazine Le Gaulois. Il s'inspire peut-être d'une histoire d'amour dans l'ancien opéra et de rumeurs qui ont couru sur de prétendus mystères provenant des dédales souterrains de l'Opéra Garnier à Paris, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le peuple qui n'a pas accès à ce lieu réservé aux privilégiés aimant l'associer à des légendes. Il est aussi possible que Leroux, en mettant en scène le fantôme menaçant de faire exploser la salle de spectacle, fasse allusion à des incendies très fréquents en raison de l'emploi des bougies et de l'inflammabilité des décors peints en toile. Incendie de l'Opéra Le Pelletier en 1861-1873. En 1862, il y a les vêtements d'une danseuse qui prend feu. Elle meurt des suites de ses blessures. Selon la légende, son fiancé aurait survécu, défiguré par les flammes. Il n'est pas très clair l'article Wikipédia. Alors, le pitch, je ne vais pas tout vous lire. Des événements surnaturels ont lieu à l'opéra. Le grand lustre s'effondre pendant une représentation. Un machiniste est retrouvé pendu. La direction doit se rendre à l'évidence. Un fantôme ou un homme machiavélique nommé Éric hante le théâtre. Certains affirment avoir vu le visage déformé de cet être qui ne semblerait pas être humain. Peu à peu, les directeurs de l'opéra se voient réclamer 20 000 francs par mois de la part d'un certain fantôme de l'opéra, qui exige aussi que la loge numéro 5 lui soit réservée. Au même moment, une jeune chanteuse orpheline nommée Christine Daae, recueillie par la femme de son professeur de chant, est appelée à remplacer une diva malade, la Carlotta. Elle incarne une Marguerite éblouissante dans Faust de Gounod. Or, elle est effrayée. Au vicomte Raoul de Chagny, qui est secrètement amoureux d'eux, elle confesse une incroyable histoire. La nuit, une voix mélodieuse l'appelle. Elle entend son nom et cela lui suffit pour inspirer son chant. En outre, l'ange de la musique visite fréquemment sa loge. Elle affirme avoir entrevu l'être qui l'accompagne dans son art. Je m'arrête là. Juste pour vous dire aussi que Gaston Leroux, il est né en 1868 et est mort en 1927. C'est notamment l'auteur de la série Rouletabille, donc une série de 8 livres policiers, et la série Chéri Bibi. Ça a l'air d'être 3 livres et une palanquée d'autres romans plutôt en one shot. 2 romans posthumes et une palanquée, quelques nouvelles et pièces de théâtre. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve à la fin pour un vlog lecture. À tout de suite. Le fantôme de l'opéra, un roman de Gaston Leroux, publié en 1910. À mon vieux frère Joe, qui, sans avoir rien d'un fantôme, n'en est pas moins comme Éric, un ange de la musique, en toute affection, Gaston Leroux. Avant-propos. Où l'auteur de ce singulier ouvrage raconte au lecteur comment il fut conduit à acquérir la certitude que le fantôme de l'opéra a réellement existé. Le fantôme de l'opéra a existé. Ce ne fut point, comme on l'a cru longtemps, une inspiration d'artiste, une superstition de directeur, la création falote des cervelles excitées de ces demoiselles du corps de ballet, de leur mère, des ouvreuses, des employés du vestiaire et de la concierge. Oui, il a existé, en chair et en os, bien qu'il se donnait toutes les apparences d'un vrai fantôme, c'est-à-dire du nombre.
J'avais été frappée dès l'abord que je commençais de compulser les archives de l'Académie nationale de musique par la coïncidence surprenante des phénomènes attribués aux fantômes et du plus mystérieux, du plus fantastique des drames, et je devais bientôt être conduit à cette idée que l'on pourrait peut-être rationnellement expliquer celui-ci par celui-là. Les événements ne datent guère que d'une trentaine d'années, et il ne serait point difficile de trouver encore aujourd'hui, au foyer même de la danse, des vieillards fort respectables, dont on ne saurait mettre la parole en doute, qui se souviennent, comme si la chose datait d'hier, des conditions mystérieuses et tragiques qui accompagnèrent l'enlèvement de Christine Daae, la disparition du vicomte de Chagny et la mort de son frère aîné, le comte Philippe, dont le corps fut trouvé sur la berge du lac qui s'étend dans les dessous de l'Opéra, du côté de la rue Scribe. Mais aucun de ces témoins n'avait cru jusqu'à ce jour devoir mêler à cette affreuse aventure le personnage, plutôt légendaire, du fantôme de l'opéra. La vérité fut lente à pénétrer mon esprit troublé par une enquête qui se heurtait à chaque instant à des événements qu'à première vue on pouvait juger extraterrestres. Et, plus d'une fois, je fus tout près d'abandonner une besogne où je m'exténuais à poursuivre, sans la saisir jamais, une vaine image. Enfin, j'eus la preuve que mes pressentiments ne m'avaient point trompé, et je fus récompensé de tous mes efforts le jour où j'acquis la certitude que le fantôme de l'opéra avait été plus qu'une ombre. Ce jour-là, j'avais passé de longues heures en compagnie des mémoires d'un directeur, œuvre légère de ce trop sceptique Moncharmin qui ne comprit rien pendant son passage à l'opéra, à la conduite ténébreuse du fantôme, et qui s'en gaussa tant qu'il put, dans le moment même qu'il était la première victime de la curieuse opération financière qui se passait à l'intérieur de l'enveloppe magique. Désespéré, je venais de quitter la bibliothèque quand je rencontrai le charmant administrateur de notre Académie nationale, qui bavardait sur un palier, avec un petit vieillard vif et coquet, auquel il me présenta allègrement. Monsieur l'administrateur était au courant de mes recherches et savait avec quelle impatience j'avais en vain tenté de découvrir la retraite du juge d'instruction de la fameuse affaire Chagny, Monsieur Faure. On ne savait ce qu'il était devenu, mort ou vivant, et voilà que, de retour du Canada, où il venait de passer 15 ans, sa première démarche à Paris avait été pour venir chercher un fauteuil de faveur au secrétariat de l'Opéra. Ce petit vieillard était Monsieur Faure lui-même. Nous passâmes une bonne partie de la soirée ensemble, et il me raconta toute l'affaire Chagny, telle qu'il l'avait compris jadis. Il avait dû conclure, faute de preuves, à la folie du vicomte et à la mort accidentelle du frère aîné. Mais il restait persuadé qu'un drame terrible s'était passé entre les deux frères, à propos de Christine Daae. Il ne sut me dire ce qu'était devenue Christine, ni le vicomte. Bien entendu, quand je lui parlais du fantôme, il ne fit qu'en rire. Lui aussi avait été mis au courant des singulières manifestations qui semblaient alors attester l'existence d'un être exceptionnel, ayant élu domicile dans un des coins les plus mystérieux de l'opéra. Et il avait connu l'histoire de l'enveloppe, mais il n'avait vu dans tout cela rien qui pût retenir l'attention d'un magistrat chargé d'instruire l'affaire Chagny. Et c'est tout juste s'il avait écouté quelques instants la déposition d'un témoin qui s'était spontanément présenté pour affirmer qu'il avait eu l'occasion de rencontrer le fantôme. Ce personnage, le témoin, n'était autre que celui que le tout Paris appelait le Persan, qui était bien connu de tous les abonnés de l'opéra. Le juge l'avait pris pour un illuminé. Vous pensez, si je fus prodigieusement intéressé par cette affaire du Persan, je voulus retrouver, s'il en était temps encore, ce précieux et original témoin. Ma bonne fortune reprenant le dessus, je parvins à le découvrir dans son petit appartement de la rue de Rivoli, qu'il n'avait point quitté depuis l'époque et où il allait mourir 5 mois après ma visite. Tout d'abord, je me méfiais. Mais quand le Persan m'eut raconté, avec une candeur d'enfant,
tout ce qu'il savait personnellement du fantôme et qu'il m'eût remis en toute propriété les preuves de son existence et surtout l'étrange correspondance de Christine Daae, correspondance qui éclairait d'un jour si éblouissant son effrayant destin, il ne me fut plus possible de douter. Non, non, le fantôme n'était pas un mythe. Je sais bien que l'on m'a répondu que toute cette correspondance n'était peut-être point authentique et qu'elle pouvait avoir été fabriquée de toutes pièces par un homme, dont l'imagination avait été certainement nourrie des contes les plus séduisants. Mais il m'a été possible, heureusement, de trouver de l'écriture de Christine en dehors du fameux paquet de lettres, et par conséquent, de me livrer à une étude comparative qui a levé toutes mes hésitations. Je me suis également documentée sur le persan, et ainsi, j'ai apprécié en lui un honnête homme, incapable d'inventer une machination qui eût pu égarer la justice. C'est l'avis du reste des plus grandes personnalités qui ont été mêlées de près ou de loin à l'affaire Chiani, qui ont été les amis de la famille, et auxquels j'ai exposé tous mes documents, et devant lesquels j'ai déroulé toutes mes déductions. J'ai reçu de ce côté les plus nobles encouragements, et je me permettrai de reproduire à ce sujet quelques lignes qui m'ont été adressées par le général D. Monsieur, je ne saurais trop vous inciter à publier les résultats de votre enquête. Je me rappelle parfaitement que quelques semaines avant la disparition de la grande cantatrice Christine Daae et le drame qui a mis en deuil tout le faubourg Saint-Germain, on parlait beaucoup au foyer de la danse du fantôme. Et je crois bien que l'on n'a cessé de s'en entretenir qu'à la suite de cette affaire qui occupait tous les esprits. Mais s'il est possible, comme je le pense, après vous avoir entendu, d'expliquer le drame par le fantôme, je vous en prie, monsieur, reparlez-nous du fantôme. Si mystérieux que celui-ci puisse tout d'abord apparaître, il sera toujours plus explicable que cette sombre histoire où des gens mal intentionnés ont voulu voir se déchirer jusqu'à la mort deux frères qui s'adorèrent toute leur vie. Croyez bien, etc. Enfin, mon dossier en main, j'avais parcouru à nouveau le vaste domaine du fantôme, le formidable monument dont il avait fait son empire, et tout ce que mes yeux avaient vu, tout ce que mon esprit avait découvert, corroborait admirablement les documents du persan, quand une trouvaille merveilleuse vint couronner d'une façon définitive mes travaux. On se rappelle que dernièrement, en creusant le sous-sol de l'opéra, pour y enterrer les voix phonographiées des artistes, le pic des ouvriers a mis à nu un cadavre. Or, j'ai eu tout de suite la preuve que ce cadavre était celui du fantôme de l'opéra. J'ai fait toucher cette preuve de la main à l'administrateur lui-même. Et maintenant, il m'est indifférent que les journaux racontent qu'on a trouvé là une victime de la commune. Les malheureux qui ont été massacrés lors de la commune dans les caves de l'opéra ne sont point enterrés de ce côté. Je dirais où l'on peut retrouver leurs squelettes, bien loin de cette crypte immense où l'on avait accumulé pendant le siège toutes sortes de provisions de bouche. J'ai été mis sur cette trace en recherchant justement les restes du fantôme de l'opéra, que je n'aurais pas retrouvé sans ce hasard inouï de l'ensevelissement des voix vivantes. Mais nous reparlerons de ce cadavre et de ce qu'il convient d'en faire. Maintenant, il m'importe de terminer ce très nécessaire avant-propos en remerciant les trop modestes comparses qui, tel monsieur le commissaire de police Mifroid, jadis appelé aux premières constatations lors de la disparition de Christine Danae, tel encore monsieur l'ancien secrétaire Rémy, monsieur l'ancien administrateur Mercier, monsieur l'ancien chef de champ Gabriel, et plus particulièrement madame la baronne de Castelot-Barbezac, qui fut autrefois la petite Meg et qui n'en rougit pas, la plus charmante étoile de notre admirable corps de ballet, la fille aînée de l'honorable madame Giry, ancienne ouvreuse décédée de la loge du fantôme, me furent du plus utile secours et grâce auquel je vais pouvoir, avec le lecteur, revivre, dans leurs plus petits détails, ces heures de pur amour
et d'effroi. Partie 1. Éric. Chapitre 1. Est-ce le fantôme? Ce soir-là, qui était celui où messieurs Debienne et Poligny, les directeurs démissionnaires de l'opéra, donnaient leur dernière soirée de gala, à l'occasion de leur départ, la loge de la Sorelli, un des premiers sujets de la danse, était subitement envahie par une demi-douzaine de ces demoiselles du corps de ballet, qui remontaient de scène après avoir dansé Polyeucte. Elles s'y précipitèrent dans une grande confusion, les unes faisant entendre des rires excessifs et peu naturels, et les autres des cris de terreur. La Sorelli, qui désirait être seule un instant pour repasser le compliment qu'elle devait prononcer tout à l'heure au foyer devant messieurs Debienne et Poligny, avait vu avec méchante humeur toute cette foule étourdie se ruer derrière elle. Elle se retourna vers ses camarades et s'inquiéta d'un aussi tumultueux émoi. Ce fut la petite Jeanne, le nez cher à Grévin, des yeux de myosotis, des joues de rose, une gorge de lys, qui en donna la raison en 3 mots, d'une voix tremblante qu'étouffait l'angoisse. « C'est le fantôme !» Et elle ferma la porte à clé. La loge de la Sorelli était d'une élégance officielle et banale. Une psyché, un divan, une toilette et des armoires en formaient le mobilier nécessaire. Quelques gravures sur les murs, souvenirs de la mère, qui avait connu les beaux jours de l'ancien opéra de la rue Le Pelletier. Des portraits de Vestris, de Gardel, de Dupont, de Bigottini. Cette loge paraissait un palais aux gamines du corps de ballet, qui étaient logées dans des chambres communes où elles passaient leur temps à chanter, à se disputer, à battre les coiffeurs et les habilleuses et à se payer des petits verres de cassis ou de bière, ou même de rhum, jusqu'au coup de cloche de l'avertisseur. La Sorelli était très superstitieuse. En entendant la petite Jeanne parler du fantôme, elle frissonna et dit « Petite bête !» Et comme elle était la première à croire au fantôme en général, et à celui de l'opéra en particulier, elle voulut tout de suite être renseignée. « Vous l'avez vu ?» interrogea-t-elle. « Comme je vous vois !» répliqua en gémissant la petite Jeanne, qui, ne tenant plus sur ses jambes, se laissa tomber sur une chaise. Et aussitôt, la petite Giry, des yeux pruneaux, des cheveux d'encre, un teint de bistre, sa pauvre petite peau sur ses pauvres petits os, ajouta « Si c'est lui, il est bien laid !»« Oh oui !» fit le chœur des danseuses. Et elles parlèrent toutes ensemble. Le fantôme leur était apparu, sous les espèces d'un monsieur en habit noir qui s'était dressé tout à coup devant elles, dans le couloir, sans qu'on puisse savoir d'où il venait. Son apparition avait été si subite qu'on eût pu croire qu'il sortait de la muraille. « Bah !» fit l'une d'elles, qui avait à peu près conservé son sang-froid. « Vous voyez le fantôme partout. » Et c'est vrai que depuis quelques mois, il n'était question à l'opéra que de ce fantôme en habit noir, qui se promenait comme une ombre du haut en bas du bâtiment, qui n'adressait la parole à personne, à qui personne n'osait parler, et qui s'évanouissait, du reste, aussitôt qu'on l'avait vu, sans qu'on pût savoir par où ni comment. Il ne faisait pas de bruit en marchant, ainsi qu'il sied à un vrai fantôme. On avait commencé par en rire, et par se moquer de ce revenant, habillé comme un homme du monde ou comme un croque-mort. Mais la légende du fantôme avait bientôt pris des proportions colossales dans le corps du ballet. Toutes prétendaient avoir rencontré, plus ou moins, cet être extra-naturel et avoir été victimes de ses maléfices. Et celles qui en riaient le plus fort n'étaient point les plus rassurées. Quand il ne se laissait point voir, il signalait sa présence ou son passage par des événements drôlatiques ou funestes, dont la superstition quasi générale le rendait responsable. Avait-on à déplorer un accident ? Une camarade avait-elle fait une niche à l'une de ces demoiselles du corps de ballet ? Une houppette à poudre de riz était-elle perdue ? Tout était la faute du fantôme de l'opéra. Au fond, qui l'avait vu ? On peut rencontrer tant d'habits noirs à l'opéra qui ne sont pas des fantômes. Mais celui-là
avait une spécialité que n'ont point tous les habits noirs. Il habillait un squelette. Du moins, ces demoiselles le disaient. Et il avait, naturellement, une tête de mort. Tout cela était-il sérieux? La vérité est que l'imagination du squelette était née de la description qu'avait faite du fantôme Joseph Buquet, chef machiniste, qui, lui, l'avait réellement vu. Il s'était heurté, on ne saurait dire nez à nez car le fantôme n'en avait pas, avec le mystérieux personnage dans le petit escalier qui, près de la rampe, descend directement au-dessous. Il avait eu le temps de l'apercevoir une seconde, car le fantôme s'était enfui, et avait conservé un souvenir ineffaçable de cette vision. Et voici ce que Joseph Buquet a dit du fantôme à qui voulait l'entendre. Il est d'une prodigieuse maigreur, et son habit noir flotte sur une charpente squelettique. Ses yeux sont si profonds qu'on ne distingue pas bien les prunelles immobiles. On ne voit en somme que deux grands trous noirs comme au crâne des morts. Sa peau, qui est tendue sur l'ossature comme une peau de tambour, n'est point blanche, mais vilainement jaune. Son nez est si peu de chose qu'il est invisible de profil, et l'absence de ce nez est une chose horrible à voir. 3 ou 4 longues mèches brunes sur le front et derrière les oreilles font office de chevelure. En vain, Joseph Buquet avait-il poursuivi cette étrange apparition. Elle avait disparu, comme par magie, et il n'avait pu retrouver sa trace. Ce chef machiniste était un homme sérieux, rangé, d'une imagination lente, et il était sobre. Sa parole fut écoutée avec stupeur et intérêt. Et aussitôt, il se trouva des gens pour raconter qu'eux aussi avaient rencontré un habit noir avec une tête de mort. Les personnes sensées qui eurent vent de cette histoire affirmèrent d'abord que Joseph Buquet avait été victime d'une plaisanterie d'un de ses subordonnés. Et puis, il se produisit coup sur coup des incidents si curieux et si inexplicables que les plus malins commencèrent à se tourmenter. Un lieutenant de pompiers, c'est brave, ça ne craint rien, ça ne craint surtout pas le feu. Eh bien, le lieutenant de pompiers en question, qui s'en était allé faire un tour de surveillance dans les dessous, et qui s'était aventuré, paraît-il, un peu plus loin que de coutume, était soudain réapparu sur le plateau, pâle, effaré, tremblant, les yeux hors des orbites, et s'était quasi évanoui dans les bras de la noble mère de la petite Jeanne. Et pourquoi ? Parce qu'il avait vu s'avancer vers lui, à hauteur de tête, mais sans corps, une tête de feu. Et je le répète, un lieutenant de pompiers, ça ne craint pas le feu. Ce lieutenant de pompiers s'appelait Papin. Le corps de balai fut consterné. D'abord, cette tête de feu ne répondait nullement à la description qu'avait donnée du fantôme Joseph Buquet. On questionna bien le pompier. On interrogea à nouveau le chef machiniste, à la suite de quoi ces demoiselles furent persuadées que le fantôme avait plusieurs têtes dont il changeait comme il voulait. Naturellement, elles imaginèrent aussitôt qu'elle courait les plus grands dangers. Du moment qu'un lieutenant de pompiers n'hésitait pas à s'évanouir, Coryphée et Rat pouvaient invoquer bien des excuses à la terreur qui les faisait se sauver de toutes leurs petites pattes quand elles passaient devant quelques trous obscurs d'un corridor mal éclairé. Si bien que, pour protéger dans la mesure du possible le monument voué à d'aussi horribles maléfices, la Sorelli elle-même, entourée de toutes les danseuses et suivie même de toute la marmaille des petites classes en maillot, avait, au lendemain de l'histoire du lieutenant de pompiers, sur la table qui se trouve dans le vestibule du concierge à côté de la cour de l'administration, déposé un fer à cheval que quiconque pénétrant dans l'opéra à un autre titre que celui de spectateur devait toucher avant de mettre le pied sur la première marche de l'escalier. Et cela, sous peine de devenir la proie de la puissance occulte qui s'était emparée du bâtiment, des caves au grenier. Ce fer à cheval, comme toute cette histoire du reste, hélas, je ne l'ai point inventé.
Et l'on peut encore aujourd'hui le voir sur la table du vestibule, devant la loge du concierge, quand on entre dans l'opéra par la cour de l'administration. Voilà qui donne assez rapidement un aperçu de l'état d'âme de ces demoiselles, le soir où nous pénétrons avec elles dans la loge de la Sorelli. « C'est le fantôme !» s'était donc écriée la petite Jeanne. Et l'inquiétude des danseuses n'avait fait que grandir. Maintenant, un angoissant silence régnait dans la loge. On n'entendait plus que le bruit des respirations haletantes. Enfin, Jeanne s'étant jetée, avec les marques d'un sincère effroi, jusque dans le coin le plus reculé de la muraille, murmura ce seul mot. « Écoutez !» Il semblait, en effet, à tout le monde, qu'un frôlement se faisait entendre derrière la porte. Aucun bruit de pas. On nous dit d'une soie légère qui glissait sur le panneau. Puis, plus rien. La Sorelli tenta de se montrer moins pusillanime que ses compagnes. Elle s'avança vers la porte et demanda d'une voix blanche. « Qui est là ?» Mais personne ne lui répondit. Alors, sentant sur elle tous les yeux qui épiaient ses moindres gestes, elle se força à être brave et dit très fort. « Il y a quelqu'un derrière la porte ?»« Oh oui, oui, certainement, il y a quelqu'un derrière la porte !» répéta ce petit pruneau sec de Meg Giry, qui retint héroïquement la Sorelli par sa jupe de gaze. « Surtout, n'ouvrez pas, mon Dieu, n'ouvrez pas !» Mais la Sorelli, armée d'un stylet qui ne la quittait jamais, osa tourner la clé dans la serrure et ouvrit la porte, pendant que les danseuses reculaient jusque dans le cabinet de toilette et que Meg Giry soupirait « Maman, maman !» La Sorelli regardait dans le couloir, courageusement. Il était désert. Un papillon de feu, dans sa prison de verre, jetait une lueur rouge et louche au sein des ténèbres ambiantes, sans parvenir à les dissiper. Et la danseuse referma vivement la porte avec un gros soupir. « Non, dit-elle, il n'y a personne. »« Et pourtant nous l'avons bien vu !» affirma encore Jeanne, en reprenant un petit pas craintif sa place auprès de la Sorelli. « Il doit être quelque part, par là, à rôder. Moi, je ne retourne point m'habiller. Nous devrions descendre toutes au foyer, ensemble, tout de suite, pour le compliment, et nous remonterions ensemble. » Là-dessus, l'enfant toucha pieusement le petit doigt de corail qui était destiné à la conjurer du mauvais sort. Et la Sorelli dessina, à la dérobée, du bout de l'ongle rose de son pouce droit, une croix de Saint-André sur la bague en bois qui cerclait l'annulaire de sa main gauche. La Sorelli, a écrit un chroniqueur célèbre, est une danseuse grande, belle, au visage grave et voluptueux, à la taille aussi souple qu'une branche de saule. On dit communément d'elle que c'est une belle créature. Ses cheveux blonds et purs comme l'or couronnent un front mat au-dessous duquel s'enchâssent deux yeux d'émeraude. Sa tête se balance mollement comme une aigrette sur un long cou élégant et fier. Quand elle danse, elle a un certain mouvement de hanche indescriptible qui donne à tout son corps un frissonnement d'ineffable langueur. Quand elle lève les bras et se penche pour commencer une pirouette, accusant ainsi tous les desseins du corsage et que l'inclination du corps fait saillir la hanche de cette délicieuse femme, il paraît que c'est un tableau à se brûler la cervelle. En fait de cervelle, il paraît avéré qu'elle n'en eut guère. On ne le lui reprochait point. Elle dit encore aux petites danseuses : « Mes enfants, il faut vous remettre. Le fantôme, personne ne l'a peut-être jamais vu. »« Si, nous l'avons vu tout à l'heure, » reprirent les petites. « Il avait la tête de mort et son habit, comme le soir où il est apparu à Joseph Buquet. »« Et Gabriel aussi l'a vu, » fit Jeanne, « pas plus tard qu'hier, hier dans l'après-midi, en plein jour. »« Gabriel, le maître de chant, mais oui !»« Comment, vous ne savez pas ça ? Et il avait son habit en plein jour. »
Qui ça? Gabriel? Mais non, le fantôme. Bien sûr qu'il avait son habit, affirma Jeanne. C'est Gabriel lui-même qui me l'a dit. C'est même à ça qu'il l'a reconnu. Et voici comment ça s'est passé. Gabriel se trouvait dans le bureau du régisseur. Tout à coup, la porte s'est ouverte. C'était le persan qui entrait. Vous savez si le persan a le mauvais œil? Oh oui, répondirent en chœur les petites danseuses, qui, aussitôt qu'elles eurent évoqué l'image du persan, firent les cornes au destin avec leur index et leur auriculaire allongés, cependant que le médium et l'annulaire étaient repliés sur la paume et retenus par le pouce. « Et si Gabriel est superstitieux ?» continua Jeanne. « Cependant, il est toujours poli, et quand il voit le persan, il se contente de mettre tranquillement sa main dans sa poche et de toucher ses clés. » Eh bien, aussitôt que la porte s'est ouverte devant le persan, Gabriel ne fit qu'un bond du fauteuil où il était assis jusqu'à la serrure de l'armoire pour toucher du fer. Dans ce mouvement, il déchira à un clou tout un pan de son paletot. En se pressant pour sortir, il alla donner du front contre une patère et se fit une bosse énorme. Puis, en reculant brusquement, il s'écorcha le bras auparavant, près du piano. Il voulut s'appuyer au piano, mais si malheureusement que le couvercle lui retomba sur les mains et lui écrasa les doigts. Il bondit comme un fou hors du bureau et enfin prit si mal son temps en descendant l'escalier qu'il dégringola sur les reins toutes les marches du premier étage. Je passais justement à ce moment-là avec maman. Nous nous sommes précipités pour le relever. Il était tout meurtri et avait du sang plein la figure, et que ça nous en faisait peur. Mais tout de suite, il s'est mis à nous sourire et à s'écrier « Merci, mon Dieu, d'en être quitte pour si peu !» Alors, nous l'avons interrogé et il nous a raconté toute sa peur. Elle lui était venue de ce qu'il avait aperçu derrière le persan. Le fantôme, avec la tête de mort, comme l'a décrit Joseph Buquet. Un murmure effaré salua la fin de cette histoire, au bout de laquelle Jeanne arriva comme essoufflée, tant elle l'avait narré vite, comme si elle était poursuivie par le fantôme. Et puis, il y eut encore un silence qu'interrompit à mi-voix la petite Giry, pendant que, très émue, la Sorelli se polissait les ongles. « Joseph Buquet ferait mieux de se taire !» énonça le pruneau. « Pourquoi donc il se tairait ?» lui demanda-t-on. « C'est la vie de maman !» répliqua Meg, tout à fait à voix basse cette fois-ci, et en regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être entendue d'autres oreilles que de celles qui se trouvaient là. « Et pourquoi que c'est la vie de ta mère ?»« Chut ! Maman dit que le fantôme n'aime pas qu'on l'ennuie. »« Et pourquoi qu'elle dit ça, ta mère ?»« Parce que rien !» Cette réticence savante eut le don d'exaspérer la curiosité de ces demoiselles, qui se pressèrent autour de la petite Giry et la supplièrent de s'expliquer. Elles étaient là, coude à coude, penchées dans un même mouvement de prière et d'effroi. Elles se communiquaient leur peur, y prenant un plaisir aigu qui les glaçait. « J'ai juré de ne rien dire !» fit encore Meg dans un souffle. Mais elles ne lui laissèrent point de repos, et elles promirent si bien le secret que Meg, qui brûlait du désir de raconter ce qu'elle savait, commença, les yeux fixés sur la porte. « Voilà, c'est à cause de la loge. »« Quelle loge ? La loge du fantôme ? Le fantôme a une loge ?» À cette idée que le fantôme avait sa loge, les danseuses ne purent contenir la joie funeste de leur stupéfaction. Elles poussèrent de petits soupirs. Elles dirent « Oh mon Dieu, raconte !»« Plus bas !» commanda Meg. « C'est la première loge, numéro 5. Vous savez bien, la première loge à côté de l'avant-scène de gauche. »« Pas possible !»« C'est comme je vous le dis, c'est maman qui en est l'ouvreuse. Mais vous me jurez bien de ne rien raconter. »« Mais oui, va !»« Et oui, c'est la loge du fantôme. Personne n'y est venu depuis plus d'1 mois, excepté le fantôme, bien entendu, et on a donné l'ordre à l'administration de ne plus jamais la louer. Et c'est vrai que le fantôme y vient ? Mais oui, il y vient donc quelqu'un ? Mais non, le fantôme y vient et il n'y a personne. Les petites danseuses se regardèrent. Si le fantôme venait dans la loge, on devait le voir, puisqu'il avait un habit noir et une tête de mort.
C'est ce qu'elles firent comprendre à Meg. Mais celle-ci leur répliqua. Justement, on ne voit pas le fantôme, et il n'a ni habit ni tête. Tout ce qu'on a raconté sur sa tête de mort et sur sa tête de feu, c'est des blagues. Il n'a rien du tout. On l'entend seulement quand il est dans la loge. Maman ne l'a jamais vu, mais elle l'a entendu. Maman le sait bien, puisque c'est elle qui lui donne le programme. La Sorelli crut devoir intervenir. « Petite Géry, tu te moques de nous ?» Alors, la petite Géry se prit à pleurer. « J'aurais mieux fait de me taire si maman savait jamais ça. Mais pour sûr que Joseph Buquet a tort de s'occuper de choses qui ne le regardent pas. Ça lui portera malheur. Maman le disait encore hier soir. » À ce moment, on entendit des pas puissants et pressés dans le couloir et une voix essoufflée qui criait. « Cécile ? Cécile, es-tu là ?»« C'est la voix de maman, » fit Jeanne. « Qu'y a-t-il » Et elle ouvrit la porte. Une honorable dame, taillée comme un grenadier poméranien, s'engouffra dans la loge et se laissa tomber en gémissant dans un fauteuil. Ses yeux roulaient, affolés, éclairant lugubrement sa face de brique cuite. « Quel malheur !» fit-elle. « Quel malheur !»« Quoi ? Quoi ? Joseph Buquet !»« Eh bien, Joseph Buquet ? Joseph Buquet est mort !» La loge s'emplit d'exclamations, de protestations étonnées, de demandes d'explications effarées. « Oui, on vient de le trouver pendu dans le 3e dessous. Mais le plus terrible, continua, haletante, la pauvre honorable dame, le plus terrible est que les machinistes qui ont trouvé son corps prétendent que l'on entendait autour du cadavre comme un bruit qui ressemblait au chant des morts. « C'est le fantôme !» laissa échapper, comme malgré elle, la petite Géry. Mais elle se reprit immédiatement, ses poings à la bouche. « Non, non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit !» Autour d'elle, toutes ses compagnes, terrorisées, répétaient à voix basse. « Pour sûr, c'est le fantôme !» La Sorelli était pâle. « Jamais je ne pourrais dire mon compliment, » fit-elle. La maman de Jeanne donna son avis en vidant un petit verre de liqueur qui traînait sur une table. Il devait y avoir du fantôme là-dessous, la vérité, et qu'on n'a jamais bien su comment était mort Joseph Buquet. L'enquête, sommaire, ne donna aucun résultat, en dehors du suicide naturel. Dans les mémoires d'un directeur, M. Moncharmin, qui était l'un des 2 directeurs, succédant à messieurs Debienne et Poligny, rapporte ainsi l'incident du pendu. Un fâcheux incident vint troubler la petite fête que messieurs Debienne et Poligny se donnaient pour célébrer leur départ. J'étais dans le bureau de la direction quand je vis entrer tout à coup Mercier, l'administrateur. Il était affolé en m'apprenant qu'on venait de découvrir, pendu dans le 3e dessous de la Seine, entre une ferme et un décor du roi de Lahore, le corps d'un machiniste. Je m'écriai « Allons le décrocher !» Le temps que je mis à dégringoler l'escalier et à descendre l'échelle du portant, le pendu n'avait déjà plus sa corde. Voilà donc un événement que M. Moncharmin trouve naturel. Un homme est pendu au bout d'une corde, on va le décrocher, la corde a disparu. Oh ! M. Moncharmin a trouvé une explication bien simple. Écoutez-le. C'était l'heure de la danse, et Coryphée et Rat avaient bien vite pris leurs précautions contre le mauvais œil. Un point, c'est tout. Vous voyez d'ici le corps de balai descendant l'échelle du portant et se partageant la corde du pendu en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, ce n'est pas sérieux. Quand je songe au contraire à l'endroit exact où le corps a été retrouvé, dans le 3e dessous de la Seine, j'imagine qu'il pouvait y avoir quelque part un intérêt à ce que cette corde disparût après qu'elle eut fait sa besogne, et nous verrons plus tard si j'ai tort d'avoir cette imagination-là. La sinistre nouvelle s'était vite répandue du haut en bas de l'opéra, où Joseph Buquet était très aimé. Les loges se vidèrent, et les petites danseuses groupées autour de la Sorelli, comme des moutons peureux autour du pâtre, prirent le chemin du foyer, à travers les corridors et les escaliers mal éclairés, trottinant de toute la hâte de leurs petites pattes roses.
Bonjour et bienvenue sur le premier vlog lecture sur le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Pour ceux qui notent, là on a juste lu le prologue, l'avant-propos et le premier chapitre, ce qui nous amène à la page 13 sur 197 sur l'e-book, ce qui représente 6% du livre. Et en fait, c'est un livre qui est séparé en deux parties. La première s'appelle Eric et il y a 13 chapitres. La seconde, je ne vais pas vous dire le nom, compte 15 chapitres, épilogue inclus. Donc je pense que ça va être un livre qui va se lire relativement vite à voir. Je préférais m'arrêter là parce que je pense qu'on est déjà à peu près à 3/4 d'heure entre la présentation, l'avant-propos et le premier chapitre, on doit être facilement à 3/4 d'heure. Donc comme ça, ça vous permet de mettre un peu le pied dedans. On est un petit peu en mode, enquête. Donc je vais vérifier vite fait s'il n'y a pas un rouletabille là-dedans. Je pense pas, je pense que c'est un one-shot. Non, c'est bien un one-shot. En fait, il a fait pas mal de feuilletons, hein. J'ai l'impression qu'il a fait surtout des feuilletons qui sont parus chez Flammarion ou Pierre Lafitte, Artem Fayard, etc. Et par contre, même si c'est un roman feuilleton, on a pu en lire quelques-uns, ce qui me semble que c'était le cas aussi de La peau de chagrin, je trouve qu'il est assez rapide, c'est beaucoup plus vivant, c'est plus dynamique. Bon, c'est beaucoup plus récent aussi, évidemment, parce que c'est un livre qui a 97 ans, comme ma mamie. Mais ouais, c'est sympa. Il y a des nouvelles. Enfin, il a quand même une sacrée bibliographie. Ça peut être intéressant d'aller jeter un œil. Il y a d'autres écrits. Ah, il a fait un reportage sur l'agonie de la Russie blanche. Ah, c'était à l'époque de la Révolution russe, si je ne me plante pas. Et ses œuvres ont été très adaptées, de 1913 jusqu'à, au plus récent, Le fauteuil hanté, un téléfilm français de Claude Chabrol en 2010. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ça? Je connais pas du tout, hein. Enfin, je connais pas du tout. Je connais très peu. J'ai jamais vu d'adaptation. J'ai pas vu grand-chose. Mais je trouve que c'est vachement intéressant. Je reviens sur la page Wikipédia sur le fantôme de l'opéra. Et le fantôme de l'opéra, ça a été aussi une pièce de théâtre en 2010 de Henri Lazzarini, des comédies musicales depuis 1949 jusqu'à 2021-22, un ballet, presque une dizaine d'adaptations cinéma, 2 adaptations télé, plein de chansons, quelques BD, quelques romans aussi, dont notamment au plus récent il y a Sing Me Forgotten de Jessica Olson de 2021. Donc je crois qu'on est un petit peu en romantaisie, il me semble. J'aime bien, je trouve que c'est très vivant, c'est une écriture qui est très dynamique. Là, la petite difficulté aussi, c'était comme dans... Donc je suis sur un e-book, je ne sais pas d'ailleurs de quelle collection ça vient, un e-book que j'ai eu gratuitement parce que c'est un livre qui est libre de droit et je pense que c'est fait par une équipe bénévole. Et en fait, la mise en page est un peu foireuse. Ce qui fait que notamment au moment où il y a toutes les petites danseuses là, du corps de ballet qui sont en train de s'affoler, se posent plein de questions très courtes, j'ai un gros paquet de dialogue qui est noyé dans la narration, ce qui fait que je ne sais pas du tout en fait qui c'est qui cause. Donc d'un côté ça m'a un peu gênée parce que je ne savais pas trop au niveau des voix, parce que j'essaye de plus en plus de faire des voix, mais d'un autre côté ça ajoute à la confusion aussi, c'est pas très important qui c'est qui pose quoi comme question, donc ce qui n'est pas très très gênant. Mais en tout cas ça... J'aime bien. J'ai l'impression que toute la partie fantastique, ça va être un peu les superstitions des gens qui assistent à des choses, qui surinterprètent parce qu'ils flippent. J'ai l'impression que la partie fantastique, en fait, c'est surtout quelqu'un qui est très doué
au niveau des machineries ou qui vit peut-être depuis un moment dans l'opéra et qui comment dire, maîtrise en fait les machineries de l'époque pour créer un peu des effets, etc. et entretenir une espèce de peur. Une vraie personne qui hante vraiment l'opéra. Mais je sais pas. C'est juste une impression que j'ai, je sais pas du tout. Et je me demande du coup qui est ce narrateur. Ça a l'air d'être un enquêteur des années après. Je sais pas, c'est bizarre. Et puis surtout l'avant-propos vient un petit peu en raconter la fin de l'histoire avant qu'il ne raconte la propre histoire, parce que l'avant-propos dit bien que oui, ben, il est tombé sur le corps du fantôme de l'opéra. Donc s'il y a corps de le fantôme de l'opéra, peut-être que c'était pas vraiment un fantôme. Donc je sais pas. Mais je suis très intriguée. J'aime bien le côté enquête aussi. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça peut être sympa. Et donc c'est vraiment fait pour maintenir le suspense, comme c'est un roman feuilleton, ce qui fait qu'à chaque fin de chapitre, on aura envie de lire la suite. Est-ce que je l'ai fermé? Je ne l'ai pas fermé. Je regarde à peu près la taille des chapitres. Ouais, on est sur des chapitres qui font 6-8 pages. À peu près. Le prochain, il est un peu plus long que le premier. Mais bah, j'aime bien. Alors, j'ai pas de théorie. J'ai juste une impression. Je sais pas trop. Donc, à voir. Et du coup, rendez-vous dimanche prochain pour le chapitre 2 et sans doute le chapitre 3. Page 13 à 26, ça me paraîtra raisonnable. Ah, ce qui sera très bien parce que le chapitre 4 et 5, ça va ensemble. Bon, le chapitre 4 et 5, c'est la loge numéro 5 et suite de la loge numéro 5. Donc ces deux-là, ils vont être lus ensemble. Bon, on verra. Je pense pas que je vais faire de découpage tout de suite parce que c'est un peu prématuré, puis j'aime bien le faire un peu au fur et à mesure. Donc voilà, je m'arrête ici. J'aime bien. C'est sympa, c'est un peu dépaysant. Pour celles qui connaissent Lisa Kleypas, c'est pas la Ronde des saisons, mais c'est les Hathaway. Il y a pour une des sœurs, il me semble que ça doit bien être la troisième sœur, donc c'est peut-être bien le quatrième livre si je me plante pas. C'est un peu à l'époque des histoires de Jane Austen, donc on va dire 1815 par là. En Angleterre, c'est une famille qui a accédé en fait à un héritage et donc le frère aîné accède à un titre et la fortune qui va, enfin la fortune, le titre, les terres, le château en ruine et le pas de thune qui va avec. Et c'est une famille qui n'est pas, donc il y a un frère aîné, il y a 4 sœurs, donc les sœurs sont censées être des mineurs en fait au regard de la loi, même si elles sont majeures pour certaines au niveau de l'âge. Et si vous voulez, c'est une famille qui démarre son histoire dans la série de romans. C'est une série de 5 romans, il me semble, et peut-être une novella aussi. C'est une série qui démarre assez difficilement parce qu'ils ont perdu coup sur coup quasiment leurs 2 parents. Et le frère aîné, en fait, c'est celui sans doute qui vit le plus mal son deuil, qui est censé s'occuper de sa famille mais qui n'en est pas capable du tout et qui picole beaucoup trop. Et la sœur aînée qui porte un peu tout le monde, mais vraiment qui porte tout, va rencontrer Cam Rohan, qui est un gitan. Et franchement, c'est une série de bouquins que je préfère au Bridgerton. Ce sont des livres contemporains. Ce sont des livres qui ont quelques années. Ça n'a pas été écrit à cette époque-là. Et pour en revenir au fantôme de l'opéra, il y a un moment, c'est peut-être bien la dernière jeune fille, je sais plus. Enfin, une des plus jeunes sœurs qui doit faire son entrée dans le monde, enfin la dernière ou les 2 dernières, elles ont des cours un peu de maintien, etc., apprendre à jouer du piano, compagnie. Et
Elles font un peu ce qu'elles peuvent, mais elles sont complètement en décalage avec les aristocrates ou la petite gentry qui est autour d'eux. Euh, et si vous voulez, cette nana-là, à un moment, je ne sais plus pourquoi, elle a accès à un hôtel. Et le propriétaire de cet hôtel, c'est un homme qui n'est pas sociable du tout, qui fuit comme pas possible les gens, et qui a une espèce de loge secrète dans l'hôtel. Il y avait tout un système, ça fait très fédo, très vaudeville, vous voyez, où il y a des passages secrets, compagnie, patati patala, ce qui fait qu'il surveille, entre guillemets, ses clients, il observe, il n'y a pas vraiment de voyeurisme non plus, parce qu'on n'est pas là, on est dans des gens qui sont quand même relativement sains. Et, et il tombe en fait sur cette sœur Hathaway, qui est toute jeune, qui est pleine de vie et compagnie, et poum, un peu coup de foudre. Et en fait, à un moment comme ça, il s'arrange pour la rencontrer entre deux portes, et je crois qu'il lui vole un baiser. Oui, c'est pas très consentement friendly, mais nous sommes dans de la romance. Et comme c'est de la romance, ils vont finir ensemble. Et si vous voulez, ça me fait un peu penser au fantôme de l'opéra. Donc je me demande si c'est pas une inspiration de l'autrice Lisa Kleypas, parce que on est, je crois même qu'à un moment, la jeune femme, elle se demande si il n'y a pas une histoire de fantôme ou je sais pas quoi, parce qu'elle parle un peu d'un client, mais moi, elle sait pas que c'est le patron, que personne d'autre n'a vu. Les autres clients ne savent pas qui c'est, etc. Et voilà, donc je me demande si c'est pas une inspiration de Lisa Kleypas, le fantôme de l'opéra. Parce que ça a quand même été, même si c'est une autrice sans doute américaine qui n'a peut-être pas lu le bouquin de Gaston Leroux, ce qui ne m'étonnerait pas, comme nous, on n'a pas forcément lu des bouquins, des classiques étrangers, elle a sans doute vu par contre une des nombreuses adaptations ciné, télé, ballet, théâtre, opéra. Et ce qui fait que peut-être que... Enfin, il y a un aspect très romantique en fait dans ce... très romantique et mystérieux, vous voyez, entre lisière fantastique et compagnie. Il y a un aspect qui charme, je trouve, qui attire. C'est pour ça aussi que ça me disait quelque chose. Et j'avais hésité à choisir soit le fantôme de l'opéra, soit Belphégor, le fantôme du Louvre. Je crois que c'est ça, hein, le fantôme du Louvre, Belphégor. Je ne sais plus qui est l'auteur. Euh, mais Belphégor, je crois avoir vaguement regardé une adaptation télé de Belphégor qui n'est pas si vieille que ça, mais qui n'est pas terrible, avec, je crois bien, Depardieu, si vous voyez laquelle c'est. Une qui a une bonne dizaine d'années, là. Oui, un peu vieille, quoi, en fait. Mais Belphégor, je crois que j'ai jeté un œil vite fait à l'e-book et ça me plaisait moins. Le fantôme de l'opéra, ça me disait plus. Et c'est sur les conseils avisés de Madame Muller que j'ai choisi aussi. Parce qu'on ne connaissait pas non plus le bouquin. Mais bref, je crois que j'ai eu une autre idée de livre peut-être à lire dans quelques temps. Un que je me suis noté, je vais me faire une pile à lire en fait, pile à lire numérique libre de droit pour la chaîne. Je pensais à Le Diable au corps de Raymond Radiguet, qui est bien libre de droit. Donc Raymond Radiguet, c'est un auteur qui était proche de Cocteau. J'ai lu très rapidement sa bio, je ne sais pas pourquoi je suis tombée dessus d'ailleurs. Mais c'est un jeune auteur qui est mort à l'âge de 20 ans, qui a écrit 2 livres, Le Diable au corps et un autre qui est posthume. Ça fait un peu comédie de mœurs aussi. Sans doute un peu creepy, sujet un peu touchy parce qu'on est avec un adolescent qui a une relation suivie avec une jeune femme. Donc on est sur un écart d'âge d'une dizaine d'années, mais avec un gamin qui a 14 ans, quoi. 14-16 ans, un truc comme ça, et la femme qui a une dizaine d'années de plus. Et je me disais pourquoi pas. J'aimerais bien aller un peu sur des livres qui, comme par exemple L'amant de Lady Chatterley de je sais plus quel auteur, peut-être britannique, il me semble, ouais. L'amant de Lady Chatterley, ça me disait bien aussi, parce que c'est un livre qui a fait scandale à l'époque, spécifiquement sur l'amant de Lady Chatterley, parce que ça parlait d'adultère.
Et j'ai vu le film Netflix à peu près quand il est sorti, peut-être Netflix ou autre plateforme, je me souviens plus. Et j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça plutôt moderne parce que ça parle aussi du désir, du plaisir féminin. Parce que oui, on est sur deux amants, donc il joue pas la belote, hein, ou peut-être après. Mais je trouvais ça assez courageux et je crois que c'est un livre qui a été censuré. Donc est-ce que je ferais pas un petit tour du côté des livres qui ont été censurés pour voir ce que je peux lire sur la scène? Parce que je me vois pas spécialement non plus lire des scènes explicites. C'est gênant. Bon allez, je m'arrête parce que je discute beaucoup trop. Vous avez vu comme je suis toute décoiffée, mais j'aime bien. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez du printemps. Là, ça commence à sentir le printemps. Il fait un petit peu doux, un peu frisqué. On ne sait pas trop où se situer. On est bientôt au mois de mai. Bientôt les ponts. Et je ne sais pas encore si je fais une vidéo lundi. Faut que j'écrive les vidéos avant de commencer à lire. Je sais pas. Je sais pas comment je vais m'organiser. Je sais pas si je reprends le passe-ton-bac tout de suite ou pas. Je crois que Balzac m'a un petit peu achevé. À tout bientôt, rêvez tout grand, lisez tout plein et dites-moi si vous avez des lectures de classiques qui vous ont un peu interpellé comme ça. Peut-être plus du court parce que je pensais aussi à la littérature russe par exemple avec Anna Karenine qui doit être de Tolstoï si je me gourre pas. Mais il me semble que c'est de la pavasse et j'ai pas envie de lire pendant un an et demi parce que ça va me saouler. Mais bon, allez, 3 mois, ça pourrait le faire, je pense. À tout bientôt. Salut.